Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est ton prof NT. Aujourd'hui, dans ce cours magistral, on va parler d'anatomie générale et plus particulièrement de l'appareil respiratoire. On va passer une belle heure ensemble pour travailler sur ces notions-là. On fera bien sûr des QCM, d'applications pour bien comprendre ces différentes notions. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses particulièrement comprendre l'organisation générale des voies aériennes, supérieures et inférieures. On dira très brièvement nez, cavité, etc., pharynx, larynx, les fonctions, la trachée de l'arbre bronchique. Je vais pas trop m'arrêter là-dessus, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler un peu des poumons, et notamment on ira voir la morphologie externe des poumons, les lobes, les cisures, le hill. On verra aussi la sémentation bronchopulmonaire, les alvéoles, l'hématose, faites bien gaffe, hein, pas avec l'hémostase, avec la piège classique de QCM, ça, la plèvre et la mécanique respiratoire et le médiastin, rapidement, si on a le temps de tout ça. Bien sûr, on fera énormément de QCM, c'est très important que vous puissiez bien comprendre que lorsqu'on apprend l'anatomie, vous devez avoir une visualisation spatiale. Et bien en plus de cela, vous devez assigner certaines notions avec les positions. Je vous ai déjà dit ça, CF, voir les autres cours sur les positions anatomiques. Et il va falloir bien maîtriser ça étape par étape. Je te renvoie aussi au cours sur le cœur qu'on a fait la dernière fois. On avait parlé de pas mal de choses à ce sujet-là. C'est la suite logique. Une fois que tu as appris l'appareil cardiovasculaire, tu vas pouvoir comprendre plus en profondeur les poumons. Hey, toi qui regardes ce cours magistral en replay, sache que si tu veux rejoindre la Team Live, tu es la bienvenue tous les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis matin de 9h30 à 11h chaque semaine. Pour pouvoir participer en direct, poser tes questions, je t'invite à rejoindre la promo d'NT. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, pour ce, je te laisse tranquille avec le reste du cours magistral. On va voir notamment dans l'appareil respiratoire le concept de voie respiratoire, d'accord? Comment tout ça se marche en termes de conduit, hein, c'est l'objectif. Donc, il faut bien comprendre que dans les voies respiratoires de type supérieur, hein, on va retrouver le nez, la cavité nasale, les cavités nasales, d'accord? Les sinus paranasaux, d'accord? Le pharynx, le larynx, partie supérieure aussi. Et les fonctions, ça va être l'olfaction, la phonation notamment, d'accord? Dans les voies aériennes inférieures, on va retrouver notamment la trachée, les bronches, les bronchioles, les conduits alvéolaires, les alvéoles, et la fonction principale, ça va être la conduction de l'air. Si on comprend déjà ça, on voit qu'on va pas se faire avoir dans les QCM entre voie aérienne supérieure et voie aérienne inférieure, d'accord? Qu'on appelle VAS ou VAI, d'accord? En termes d'anatomie de tout ça, comment tout ça se met en place, c'est quelque chose qu'en général vous connaissez à peu près. On va avoir bien sûr le nez avec les cavités nasales, d'accord. Ça va filtrer, ça va réchauffer, ça va humidifier l'air. Bref, c'est le siège de l'olfaction. Au niveau des sinus paranasaux, ça va alléger le crâne, ça va faire de la résonance au niveau de la voix et ça va bien sûr faire de l'humidification. Okay. Ensuite, on a le pharynx, à pas confondre avec le larynx, faites bien gaffe. Pharynx, d'accord, conduit musculo-membraneux, commun aux voies digestives et respiratoires. Le larynx, qui est l'organe de la phonation, d'accord, et il protège les voies aériennes inférieures, notamment avec l'épiglotte. D'accord. Ensuite, on a la trachée. Ok, on verra plus en détail à chaque fois. Vous inquiétez pas, je vous mets plein de schémas. On verra plus en détail comment tout ça s'organise. Mais déjà, d'un point de vue général, c'est pas mal. Hein. On a la trachée, un conduit qui est cartilagineux en forme de tube. Ensuite, on a les bronches principales droite et gauche, voilà. Ensuite, on a les bronches lobaires, les bronchioles respiratoires. Bref, tout ça, on va voir en détail juste après. On va voir les caractéristiques structurales, d'accord? Pour voir et pas se tromper dans les QCM de nature pure, d'accord? Les cavités nasales, c'est un épithélium respiratoire pseudo-stratifié cilié avec cellules caliciformes. Bon, CF, voir le cours sur les épithéliums, ok? Ça sert de filtration, d'humidification et d'olfaction. Le pharynx, c'est pavimenteux stratifié, sauf le nasopharynx, qui est plutôt nature respiratoire. C'est un conduit qui est commun. Le larynx, c'est pavimenteux stratifié, sauf pour la face interne, qui est respiratoire. Et du coup, c'est un cartilage qui est commune à la partie thyroïdienne, cricoïde et arytrénoïde. Bref, je vous envoie sur ces parties-là en cours. La phonation et la protection en termes de fonction. La trachée, c'est pseudo-stratifié cilié avec des cellules saliciformes, voilà. Anneau en forme de C, cartilage hyalin et la conduction défense. Au niveau des bronches, on va retrouver un épithélium pseudo-stratifié cilié avec des cellules caliciformes, d'accord, plaques cartilagineuses, et on a une fonction de conduction, de défense. Pour les bronchioles, c'est cylindrique cilié simple, d'accord, puis ensuite un peu cubique. C'est une fonction de conduction, de régulation du débit d'air, et les bronchioles de type respiratoire, c'est cylindrique simple, non cilié, pour faire les échanges gazeux. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, je vous ai dit, c'est d'aller sur les poumons. Donc, petit bout par petit bout, on va commencer plutôt par la trachée, d'accord? Et l'arbre bronchique. La trachée, vous voyez, qui se situe ici, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un conduit cartilagineux. Ça veut dire qu'il va y avoir des anneaux cartilagineux, cartilage, d'accord? On va essayer de comprendre ça en détail. Ça assure bien sûr le passage de l'air entre le larynx et les alvéoles. Et ensuite, on va avoir un arbre bronchique qui se ramifie dans chaque poumon jusqu'à obtenir les bronchioles.
Jusque-là, je pense que vous comprenez tout le concept. Alors, de quoi est constituée la trachée? Le trachée, on va retrouver juste au-dessus le larynx. Ensuite, on va retrouver du cartilage avec 16 à 20 anneaux en forme de C, d'accord? C'est comme ça qu'il faut bien comprendre le système. On va avoir une paroi postérieure membraneuse, donc avec un muscle trachéal, d'accord? Et puis, on va avoir la carène qui va se mettre en place, d'accord? Donc, ça s'appelle une trifurcation, voilà. Et puis, on va avoir une bronche principale droite qui va naître de ça et une bronche principale gauche. Voilà. Donc, bien sûr, le droite pour le poumon droit et puis le gauche pour le poumon gauche. Parce que là, normalement, vous n'avez pas trop de difficulté à comprendre ce concept-là. Il faut savoir qu'à l'intérieur de la trachée, on trouve une muqueuse qui va sécréter du mucus et qui est déplacée par l'épithélium cilié vers le pharynx, d'accord? Donc, c'est un ascenseur mucociliaire. Au niveau de l'arbre bronchique, on va voir comment ça s'organise. Il y a vraiment énormément de divisions, ce qu'on appelle une division dichotomique, d'aller du plus gros vers le plus petit, d'accord? De manière très simple, retiens ça tout de suite. On va avoir d'abord la trachée, puis deux bronches souches principales, les bronches lobaires, les bronches segmentaires, les bronchioles, terminales puis respiratoires, ensuite les conduits alvéolaires, puis les alvéoles. Ça, c'est la division dichotomique. Au niveau anatomique, voici comment ça s'organise. On va retrouver la trachée, ensuite la bronche souche droite, ensuite on va retrouver une bronche lobaire, secondaire, puis une bronche segmentaire, tertiaire, puis ensuite une bronchiole terminale, qui amènera une bronchiole respiratoire, puis un conduit alvéolaire, puis les alvéoles, d'accord, qui permettent les échanges gazeux entre l'extérieur et du coup le sang. Ok, on passera du coup de gaz à liquide. Au niveau des bronches, on va regarder la différence entre les bronches principales droite et bronches principales gauche. Dans la bronche principale droite, elle est plus courte, de 2,5 cm, plus large, de 2 cm, elle est plus verticale, avec un angle beaucoup plus ouvert, donc on a un risque de fausse route plus important, d'accord, à droite. Pour la bronche principale gauche, on va avoir une longueur plus importante, 5 cm, plus étroite, 1,5 cm, plus oblique aussi, à un angle plus aigu, et passe sous la crosse de l'aorte. Très important aussi. Chaque bronche souche se divise selon les lobes, puis en segments bronchiques. Et pour info, tout ce que je raconte dans ce cours magistral est bien sûr disponible après en PDF sous un guide que j'ai mis en place dans l'amphithéâtre de la Promo-Dentiste. Je t'invite bien sûr à le rejoindre, c'est en commentaire de cette vidéo, bien entendu. Là, je vous propose maintenant qu'on aille faire des petits QCM. On va aller faire des QCM d'entraînement pour bien comprendre ce qu'on vient de raconter, d'accord, sur les voies aériennes. Allez, c'est parti. Concernant l'organisation générale des voies aériennes, est-ce qu'elles conduisent l'air jusqu'au poumon? Elles comprennent des voies supérieures et inférieures, tous leurs segments réalisent des échanges gazeux, elles se ramifient progressivement, elles se terminent fonctionnellement par des alvéoles. ABD. ABD. Ah, il faut qu'on retravaille ça du coup. Donc, concernant les voies générales des voies aériennes, elles conduisent l'air jusqu'au poumon. Bah oui, c'est l'objectif, hein. On passe de gazeux à liquide. Elles comprennent les voies supérieures et inférieures. Effectivement, on va avoir les deux grandes parties, je vous ai expliqué juste avant. Ensuite, tous leurs segments réalisent des échanges gazeux. Non, c'est limité et en général c'est au niveau des alvéoles, donc ça c'est faux. Elles se ramifient progressivement. Ça c'est vrai, c'est l'arbre respiratoire. C'est effectivement, on parle de la trachée, puis des bronches, puis des bronchioles. Et elles se terminent fonctionnellement par les alvéoles. Bah oui, ça c'est vrai, parce que c'est à partir des alvéoles qu'on fait les échanges en général, d'accord? Donc ce sera A, B, D, E. Concernant les voies aériennes supérieures, elles comprennent les fosses nasales, elles comprennent le pharynx, les sinus paranasaux leur sont associés, elles comprennent les alvéoles, elles participent au conditionnement de l'air. A, B, C, E. Effectivement, les voies aériennes supérieures, elles comprennent les fosses nasales, le pharynx, les sinus paranasaux, et elles participent au conditionnement de l'air, et les alvéoles, bien sûr, c'est les voies aériennes inférieures. Je vous vais mettre un petit schéma si vous voulez être sûr de bien comprendre ça. D'accord? Dans les voies aériennes supérieures, on retrouve le nez, les sinus paranasaux, le pharynx, le larynx. D'accord? Faites bien gaffe à ça. Dans les voies aériennes inférieures, est-ce qu'elles comprennent le larynx, la trachée, les bronches et bronchioles, toutes intrapulmonaires, elles conduisent l'air vers la zone respiratoire. Alors, on va faire ça, ABCD. Alors, faut qu'on retravaille ça. Donc, en gros, on a le larynx et la trachée. Oui, on a la trachée. Effectivement, on a le larynx, on a la trachée, on a les bronchioles, donc c'est l'arbre bronchique. Est-ce qu'elles sont toutes intrapulmonaires? Ah non, bah non, bah non, parce que on a la trachée et le larynx qui justement sont extrapulmonaires, sont pas dans les poumons. Voilà. Et elles conduisent l'air, on va échanger du coup, elles conduisent l'air vers la zone respiratoire, ça c'est vrai effectivement vers les alvéoles. Donc c'est A, B, C, E. D'accord? A, B, C, E. Concernant la zone respiratoire, elle débute au bronchiole respiratoire. Elle comprend les conduits alvéolaires, elle comprend les alvéoles, elle ne possède aucun contact capillaire, elle permet les échanges gazeux. ABCE, bien joué. Effectivement, elle débute à partir des bronchioles respiratoires, elle comprend les conduits alvéolaires ainsi que les alvéoles.
Pour que les échanges puissent opérer, il faut effectivement qu'il y ait un contact. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que les alvéoles sont entourées d'un réseau capillaire dense. Il y a un réseau capillaire, d'accord? Elles permettent les échanges gazeux, bien entendu. On passe de gaz à liquide, d'accord? Donc, soit avec l'oxygène de l'extérieur vers l'intérieur, soit vers le CO2 de l'extérieur vers l'intérieur, ce qu'on appelle l'hématose, d'accord? Ce qu'on appelle aussi la barrière alvéo-capillaire. Concernant la trachée, coche les bonnes propositions, elle relie le larynx aux bronches principales, elle est située uniquement dans le thorax, elle conduit l'air vers les poumons, elle se termine au niveau de la carène, et elle réalise des échanges gazeux. Donc ACD. Effectivement. La trachée, elle relie le larynx aux bronches principales, d'accord? C'est le conduit central, hein. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir le conduit aérien central des voies respiratoires inférieures. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle est située uniquement dans le thorax. Alors faites bien gaffe à ça. Il y a deux portions, une portion cervicale, une portion thoracique. D'accord? Elle conduit l'air vers les poumons. Oui, c'est son objectif, hein. Il y a une bifurcation. C'est grâce notamment à la carène. D'accord? La carène, pour faire simple, c'est l'endroit où on a un passage en deux. Comme si tu avais une autoroute et hop, tu as deux voies secondaires. D'accord? Deux bronches principales. Elle se termine au niveau de la carène. Effectivement, hein, c'est l'objectif, c'est de faire une bifurcation à ce moment-là. D'accord? Et elle réalise des échanges gazeux. Non, il n'y a pas d'hématose à cet endroit-là. C'est au niveau des alvéoles qu'on fait cette hématose. Concernant les anneaux cartilagineux trachéaux, ils maintiennent la lumière trachéale ouverte, ils sont incomplets en arrière, ils sont constitués de cartilage hyalin, ils entourent complètement la trachée, le muscle trachéal ferme leur partie postérieure. On commence un peu dans la technicité au niveau des éléments qui constituent l'appareil respiratoire. ACDE. Alors, ils maintiennent la lumière trachéale ouverte, effectivement. D'accord, le cartilage évite l'affaissement du conduit. Faut faire gaffe à ça. Ils sont incomplets en arrière, effectivement. Pourquoi tout à l'heure je parlais de cartilage en forme de C? C'est qu'en fait derrière, c'est comme si c'était incomplet. C'est pas un anneau vraiment complet à 100%. Ce qu'on appelle un fer à cheval. Fer à cheval. Bah oui, c'est la forme de C, quoi. Donc il y a une ouverture postérieure à cet endroit-là. Ils sont constitués de cartilage hyalin. Alors, effectivement, c'est un cartilage hyalin qui assure la rigidité et la souplesse. Je vous renvoie au cours sur les cartilages, notamment en histologie. Ils entourent complètement la trachée. Non, on a dit que ces anneaux sont incomplets, donc ça c'est faux, d'accord? Donc là, il faut que j'enlève ce système-là. Et le muscle trachéal ferme leur partie postérieure, effectivement, c'est le muscle trachéal, d'accord? Donc le muscle lisse relie les extrémités cartilagineuses. On se retrouve avec A, B, C, E. Ok. Concernant les bronches principales, la bronche droite est plus verticale. La bronche droite est généralement plus large, la bronche gauche est plus longue. Les deux bronches principales sont parfaitement symétriques. Un corps étranger inhalé se dirige plus souvent vers la droite. À la bronche droite, quoi. Les deux bronches sont parfaitement symétriques. Non. Et ça va. Donc je pense ACE. Ah, faut que je revoie ça. D'accord. La bronche droite est plus verticale, c'est effectivement vrai, d'accord. La branche droite est généralement plus large. Ah oui, effectivement, son calibre est supérieur par rapport aux autres, notamment pour le passage des écorts étrangers, c'est pas terrible. Donc on mettra B. La branche gauche est plus longue. Oui, on a vu ça tout à l'heure. D'accord. Les deux bronches principales sont parfaitement symétriques. Non, pas du tout. Hein. D'ailleurs, les poumons sont pas du tout symétriques. C'est une asymétrie, c'est normal. Hein, de longueur, de largeur, d'orientation. Un corps étranger inhalé ira plus souvent vers la droite. Effectivement, donc on se trouve avec A, B, C, E. On peut aller revoir rapidement les différences. Hein. Bronche principale droite et bronche principale gauche. On voit bien que c'est plus court sur la droite et plus longue sur la gauche, etc., etc. Vous avez compris. Revoyez les notions de cours au fur et à mesure. Alors maintenant, je vous propose qu'on aille voir l'appareil respiratoire sur la partie pulmonaire cette fois. Donc on va voir le poumon, la plèvre, le médiastin, un peu plus en détail. Si on s'attarde un petit peu sur l'anatomie des poumons, on remarque déjà vous avez deux poumons, ça je pense que vous le connaissez. Dans le poumon droit, on va retrouver trois lobes. Le lobe supérieur, on appellera ça BD, le lobe moyen, ML, et le lobe inférieur, VI, d'accord? À gauche, on va retrouver dans le poumon gauche deux lobes seulement, d'accord? Le lobe supérieur, VG, lobe inférieur, VI. Et à droite, dans le poumon droit, on va retrouver deux cisures, une cisure oblique et une cisure horizontale, d'accord? Tandis que dans le poumon gauche, on aura une seule cisure oblique. J'espère que tu apprécies ce cours magistral. Si tu es plus loin dans cette matière, que tu te sens en difficulté, que tu as plus en profondeur ou que tu es en pleine maîtrise de l'anatomie générale, j'ai créé pour toi un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur l'anatomie générale qui comporte plus de 29 modules de cours extrêmement complets. Aujourd'hui, on travaille uniquement sur une toute petite partie de l'appareil respiratoire. On voit un petit peu les voies respiratoires, un peu les poumons, la plèvre, le médiastin. Il y a tellement de choses à voir sur ce sujet-là. Et donc, sur tous les systèmes et les appareils à connaître, il y a beaucoup de choses, effectivement. Et là concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est constitué, si tu veux bien sûr aller beaucoup plus loin, de
pas mal des notions de cours, hein. On va retrouver des schémas, on va retrouver des cartes mentales extrêmement détaillées, on va retrouver bien entendu toute la partie pratique, mémorisée, piège classique du QCM, un lexique, des flashcards, bien sûr des QCM pour aller plus en profondeur, avec bien sûr une correction détaillée. C'est un parcours certifiant, donc l'idée c'est que tu puisses cumuler un certain nombre de balles, notamment là par exemple les voies respiratoires. Tu réalises un défi avec moi pour pouvoir t'améliorer sur certaines notions, donc ça permet vraiment d'avoir un suivi en continuité. Tu réussis un examen, et ce qui te permet par la suite d'obtenir, une fois que tu as cumulé l'ensemble des badges, attestation de formation pour avoir une vraie preuve de suivi avec moi au sein du campus, ainsi qu'un certificat de réussite pour une vraie preuve de maîtrise ajouté dans ton dossier de passerelle en CV ou pour recherche de stage, etc. Bref, ça valorise vraiment ton dossier, hein. On monte en compétences, c'est l'objectif. Toutes les informations sont en description de cette vidéo et moi je te retrouve dans ce cours magistral sur l'appareil respiratoire. Bon courage à toi. On va un petit peu voir ça en détail, vous inquiétez pas, mais ça c'est facile à retenir, hein, en termes de QCM. Poumon droit comporte 3 lobes, poumon gauche comporte 2 lobes, ça c'est facile. Au niveau de l'arbre bronchique intrapulmonaire, hein, je suis vraiment à l'intérieur, comment ça se dégoupille, on va aller revoir ça en détail. On a les bronches principales, droite et gauche, ensuite on a les bronches lobaires, 3 à droite, 2 à gauche. Dans les bronches segmentaires, on va retrouver 10 à droite, 8 à gauche. Ensuite, on a les bronchioles terminales, les bronchioles respiratoires, les conduits alvéolaires, les sacs alvéolaires, puis les alvéoles. Classiquement, dans les PQCM, vous retrouvez la différence entre droite et gauche. On a dans les bronches lobaires 3 à droite, 2 à gauche, c'est très classique en QCM, et dans les bronches segmentaires 10 à droite et 8 à gauche. Ça c'est très classique, d'accord? Retenez bien ça. Au niveau de la plèvre, alors la plèvre c'est extrêmement large comme concept, il faudrait que je fasse un cours entier là-dessus pour que vous puissiez comprendre des choses intéressantes. Pour faire simple, c'est une sorte de paroi qui va, là pour le coup, être viscérale. L'idée c'est, on est en pression négative, donc on va vraiment s'accoler directement au poumon, et ça permet de protéger, hein. Clairement le poumon c'est le but du jeu, hein. On parlera de plèvre viscérale, d'accord? Et donc, notamment, on parle de cavité pleurale. Grâce à cette plèvre, on a un nouveau terme qui s'appelle pleurale, d'accord? Cavité pleurale. À l'intérieur, on va trouver du liquide pleural, d'accord? On a un système ultra-filtrat plasmatique de 10 à 20 millilitres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si à un moment donné, vous avez quelque chose qui va s'interférer dans le liquide pleural, par exemple une bactérie, c'est pas bon signe cette affaire, d'accord? Vous allez me dire d'ailleurs dans les commentaires, si j'ai une bactérie, qu'est-ce que ça peut provoquer, par exemple, dans la cavité pleurale, d'accord? Et on va retrouver la plèvre pariétale aussi, d'accord, qui va être en fonction de sa localisation, qui peut être costale, médiastinale, diaphragmatique, cervicale, ok, et du coup elle va plutôt définir une localisation, ok, et donc elle va pas se retrouver au niveau du poumon, mais au niveau de la partie externe, d'accord. On parlera aussi de médiastin. Le médiastin, pour faire simple, ça va être un endroit, ok, où on va justement pouvoir situer les organes, par exemple les poumons, le cœur, à quel endroit il se trouve au niveau du médiastin, d'accord. Pour faire simple, c'est un espace central entre les deux plèvres médiastinales, d'accord. On va avoir à l'intérieur, par exemple, le cœur, le péricarde, des gros vaisseaux comme l'aorte, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, les troncs supra-aortiques, les artères pulmonaires, les veines pulmonaires, la trachée, les bronches principales, l'œsophage, le conduit thoracique, les nerfs phréniques, vagues, les ganglions lymphatiques, le thymus, bref, on va faire plein de choses à l'intérieur de ce médiastin, d'accord? Et donc, on va aussi le subdiviser. On peut avoir le médiastin supérieur, le médiastin inférieur, et en plus de cela, on peut le positionner même s'il est antérieur, moyen ou postérieur. C'est pour ça que je vous invite vraiment à travailler sur les positions anatomiques, puisque toutes les relations vont se faire au niveau de ce médiastin, d'accord? Notamment pour le cœur et les poumons. Si on va un petit peu plus en détail sur les rapports, parce que je vous ai dit qu'en position anatomique, c'était essentiel dans les QCM, par exemple, par rapport aux poumons. En avant, on a la cage thoracique, les muscles et la plèvre pariétale. En arrière, on va retrouver les vertèbres thoraciques, les muscles paravertébraux. En bas, il y a le diaphragme. Et au niveau du hile, au niveau de la racine, on va trouver les bronches, les artères pulmonaires, les veines pulmonaires, les nerfs, les vaisseaux bronchiques, les lymphatiques. D'accord? Tout ça pour vous dire que c'est important de maîtriser cela. Au niveau du rapport par rapport au médiastin, ce qui est très classique aussi en QCM, en avant on a le sternum, le cartilage costaud. En arrière, les corps vertébraux. Latéralement sur les côtés, on va retrouver la plèvre médiastinale. En bas, le diaphragme. En haut, toute la partie du thorax supérieur. D'accord? Au niveau de la physiologie pleuropulmonaire, mais ça c'est un cours de physio, mais je vous fais un petit rappel très simple. Dans la pression intrapleurale, d'accord? Je vous ai dit, c'est pression négative. D'accord? Pour que ça puisse maintenir le poumon collé, en fait, finalement, à cette plèvre. D'accord? C'est important. Ça évite les infiltrations, hein. C'est important d'avoir vraiment ce liquide qui soit extrêmement pur. Pas de bactéries, pas de champignons, pas de parasites, tout ça, d'accord? Donc, il est stérile, quoi. On peut dire qu'il est stérile. Okay. On a un volume pulmonaire et qui augmente à l'inspiration, d'accord? Et on a des muscles intercostaux externes qui vont augmenter en termes de volume. Le diaphragme va diminuer en termes de pression quand on veut augmenter l'inspiration, c'est normal. Ça diminue à l'inspiration, ça c'est logique.
Mais ça, sur le cours sur la physiologie respiratoire, j'en ferai dans un autre cours magistral. On a aussi le concept de compliance. D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est de comprendre que c'est un peu élastique. Hein, on a les poumons qui comportent de collagène, de l'élastine, qui permet justement d'avoir cette élasticité. C'est pour ça que les poumons, on peut les gonfler. D'accord? Le volume respiratoire augmente. Et puis, on a aussi une surface d'échange qui est beaucoup plus intéressante grâce aux ramifications bronchiques. Pourquoi ces alvéoles sont des formes de paquets comme ça? Bah, ça augmente la surface de contact, surface d'échange. Donc, on échange beaucoup plus d'air avec le sang grâce aux alvéoles, d'accord? Grâce à leur structure. Et ça fait quand même énorme, hein. C'est 70 à 100 mètres cubes. C'est énorme en termes de quantité. Je vous propose maintenant qu'on aille voir la segmentation bronchopulmonaire. On va aller un petit peu plus en détail sur chacun des éléments des lobes, parce que vous devez maîtriser ça en première année, et même pour la suite de vos études, bien entendu. Hein. Et chaque lobe est subdivisé en segments bronchiques. Un segment, c'est une unité anatomique et fonctionnelle pyramidale. Okay, possédant sa propre bronche, artère et veine. Oui, parce que c'est une structure où on a toujours ces mêmes concepts. On a la structure de base, artère et veine, d'accord? Et donc, il faut bien comprendre que ça a des fonctions quasiment identiques et principales. C'est quoi? C'est ventilation, perfusion, unité fonctionnelle pour une atteinte qui est limitée, les repères en chirurgie et en imagerie et les repères en endoscopie et bronchique. Parce que justement, quand on fait des examens, on va essayer d'aller dans le détail et donc on veut explorer quoi? Ok, on veut explorer la partie bronchique, c'est donc une bronchoscopie. Et donc après, dans la bronchoscopie, qu'est-ce qu'on va aller voir spécifiquement? Et là, on peut dire, je vais aller voir, bah tiens, tel segment. C'est pour ça qu'il faut les maîtriser, d'accord? Et notamment, si je fais la différence entre les deux, on a la segmentation du poumon droit en 10 segments. Dans le lobe supérieur VD, on retrouvera la partie apicale, postérieure, puis antérieure. On retrouvera dans le lobe moyen ensuite, donc MD, latéral et médial. Dans le lobe inférieur, VI, on va retrouver notamment la partie supérieure et le basal médial, d'accord? Et ensuite, on va retrouver une autre partie. On aura le basal antérieur, le basal latéral et le basal postérieur. Bref, vous voyez que tout ça, c'est pas si simple hein, au premier abord. Dans la segmentation du poumon gauche, dans le lobe supérieur, VG, on va retrouver apico-postérieur, puis antérieur. Dans le lobe inférieur, donc en vert, on va retrouver le lingula supérieur, le lingula inférieur et supérieur. Et puis dans toute la partie en dessous, on va retrouver le basal médial, le basal antérieur, le basal latéral, le basal postérieur. Bref, tout ça pour vous dire que vous devez absolument maîtriser ça, d'accord? En termes d'anatomie. Alors oui, je sais qu'au premier abord, ça peut paraître compliqué parce que il y a quand même pas mal de notions et faut savoir les situer, tout ça, mais vous verrez, c'est assez intuitif normalement quand vous allez réviser. Je pense que vous n'allez pas paniquer. Il faut savoir un truc, c'est que dans le poumon gauche, on a une variabilité intra-individuelle. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a des patients ou des personnes, saines hein, ou pas, hein, qui ont justement plus de lobes que d'autres. Ben oui, ça existe, hein, puisque en fait, on va retrouver le segment 8, notamment le basal antérieur, qui peut être absent chez 10 à 20% des sujets. On peut donc avoir des poumons différents d'un individu à un autre. Et oui, ça existe. C'est particulier, mais c'est possible. Hein. Au niveau de la segmentation, ce qu'il faut comprendre, c'est comment tout ça se subdivise. Je vous ai dit que les bronches lobaires se divisent en bronches segmentaires qui ventilent chacun un segment. Chaque segment, c'est une forme de pyramide. Donc c'est une forme pyramidale. On va retrouver un sommet qu'on appelle l'apex, d'accord? À l'intérieur de ce truc-là, on va retrouver des éléments, notamment un segment, ça comporte une bronche, une artère, une veine et un territoire, notamment parenchymenteux, d'accord? La pyramide, hein, pour faire ça. Et donc, au sommet, on a l'apex, en bas, on a la base, donc la périphérie pleurale en général, et à l'intérieur, on trouve donc les bronches segmentaires, l'artère segmentaire, la veine segmentaire. En général, le nom de l'artère, le nom de la veine est associé au nom de la bronche. D'accord? C'est comme ça qu'on arrive à les comprendre. Et les cisures permettent la séparation des lobes, d'accord? Mais ces segments atteignent la plèvre viscérale. Là, c'est un truc de QCM qu'on voit très souvent aussi. Donc, vous voyez que c'est bien joli d'apprendre le cours, mais il faut faire ça en QCM, en réalité. Concernant la morphologie générale des poumons, les poumons sont situés dans les cavités pleurales. Ils sont séparés par le médiastin. Le poumon droit est généralement plus volumineux. Les deux poumons sont parfaitement symétriques. Et chaque poumon possède une base et un sommet. Donc, allez, ABCE. Bien joué. Effectivement, les poumons sont situés dans les cavités pleurales. Ils sont séparés par le médiastin. Bien entendu, le poumon droit est beaucoup plus volumineux. Mais pourquoi? Bah parce que si on regarde bien le poumon droit, il y a rien. Le poumon gauche, c'est quoi? Il y a le cœur. Bah, il prend de la place, le cœur. Donc le poumon gauche est plus petit, c'est normal. Les deux poumons sont parfaitement symétriques. Bah, je viens de dire que c'était pas du tout le cas, d'accord? Et chaque poumon possède une base et un sommet, oui, ce qu'on appelle les formes pyramidales. Je vous l'ai dit juste avant, d'accord? Donc A, B, C, E. Concernant le poumon droit, il possède 3 lobes. Il possède une césure oblique, il possède une césure horizontale, il possède un lingula. Il est généralement plus court que le poumon gauche.
Alors on a dit le poumon droit, c'est 3 lobes, une césure, pas celui-là je crois, il me semble, et plus court que le poumon gauche, non. Ouais, je vais mettre abaissé. Ah! Il possède 3 lobes. Bien sûr, il possède une césure oblique, bien sûr, il possède une césure horizontale, bien sûr. Est-ce qu'il possède un lingula? Faux, c'est pour le poumon gauche, d'accord? Et est-ce que il est généralement plus court que le poumon gauche? Oui. Ah, c'est une petite fin de technique, parce qu'en fait, oui, faut bien comprendre un truc. On a le poumon droit, mais on a quand même notre foie qui va nous empêcher d'aller un peu plus loin. Donc le foie élève en fait la coupole diaphragmatique droite. Donc le poumon droit est un petit peu plus court. D'un point de vue anatomique, si on essaie de regarder, on le voit pas là systématiquement, on a l'impression même qu'il est plus long, d'accord? Mais en fait, en réalité, il y a le foie qui vient vraiment pousser cette partie-là. C'est pour ça qu'il est plus petit sur cette partie. Donc A, B, C, E. A, B, C, E. Concernant le poumon gauche, il a 2 lobes. Il possède une césure principale. Il présente une incisure cardiaque. Il est plus volumineux que le poumon droit. Il possède un lagula. Donc normalement, si vous avez en tête, vous pouvez pas vous tromper. 2 lobes, césure. On va mettre celui-là. Et on met ça. ABCE. Ouais, ça me semble bien. Effectivement, il y a 2 lobes, il y a une césure principale, il y a une incisure cardiaque, d'accord? Faut bien comprendre ce concept-là, hein. C'est une échancrure qui est liée à la présence du cœur, d'accord? Permet de le repérer. Il est plus volumineux, non, il est plus petit que le poumon droit, et il possède un lingula. Effectivement, il y a ces éléments-là. Donc, je vais vous remontrer. On comprend bien, hein. On a l'ingula supérieur, l'ingula inférieur, d'accord? Voilà. Retenez cette partie-là. C'est très important, hein, de ne pas se faire avoir sur ça, hein. Donc, ABCE. Concernant les césures pulmonaires, elles séparent les lobes pulmonaires. La césure horizontale existe normalement à droite, la césure horizontale existe normalement à gauche. Les 2 poumons possèdent une césure oblique, les 2 peuvent avoir des variations anatomiques. A, B, D, E. Effectivement, les césures pulmonaires séparent les 2 lobes pulmonaires. La césure horizontale existe à droite. La césure horizontale, c'est pas à gauche. Ce sera une césure oblique d'ailleurs. C'est pour ça que les 2 ont une césure oblique. Elles peuvent présenter des variations anatomiques. Effectivement, je vous l'ai dit, hein, on a quand même des variabilités par rapport aux personnes, d'accord? C'est ce qu'on appelle les variabilités interindividuelles entre les individus. Tout à l'heure, j'ai dit intra, c'est une bêtise, c'est interindividuel. Les segments bronchopulmonaires, ils constituent des unités anatomiques du poumon, ils sont ventilés par une bronche segmentaire, ils sont vascularisés par une bronche et de l'artère pulmonaire, ils sont totalement séparés par une capsule fibreuse complète, ils présentent un intérêt chirurgical. Alors, on va faire ça. A, B, C, E. Ils constituent des unités anatomiques du poumon. Effectivement, chaque segment possède une organisation bronchique et vasculaire propre. D'accord? C'est l'unité pulmonaire. Ils sont ventilés par une bronche segmentaire. Effectivement, une bronche segmentaire est issue d'une bronche lobaire. Ok, c'est important ça. Ils sont vascularisés par une branche de l'artère pulmonaire. Effectivement, cette branche accompagne généralement la bronche segmentaire. D'accord? C'est une vascularisation de type artériel. Ils sont totalement séparés par une capsule fibreuse complète. Fibreuse complète, ça me paraît complexe de mettre vrai pour ce genre d'item. D'accord? C'est séparé par des plans conjonctifs relatifs. Ils présentent une intérêt chirurgical toujours. C'est évident. D'accord? Puisqu'on peut, en fait, faire ce qu'on appelle une segmentectomie. D'accord? On parle, souvent, vous parlez de lobectomie, hein, quand on veut enlever une partie d'un lobe. Enfin, en tout cas, le lobe. Et si on parle de segment, bah, c'est une segmentectomie. Vous avez ectomie, c'est ablation. Vous voulez comprendre. D'accord? Donc A, B, C, E. Concernant l'organisation bronchique segmentaire, une bronche lobaire se divise en bronches segmentaires. Chaque segment reçoit plusieurs bronches principales. Les bronches segmentaires appartiennent à la zone de conduction. Elles se ramifient ensuite en bronches puis plus petites, en bronchioles. Elles sont identiques aux bronchioles respiratoires. Allez, on fait ça. A, B, D. Alors, une bronche lobaire se divise en bronches segmentaires. Effectivement, il y a une division bronchique à ce moment-là. Chaque segment reçoit plusieurs bronches principales. Non, chaque segment reçoit classiquement une bronche segmentaire. D'accord? Les bronches segmentaires appartiennent à la zone de conduction. Et ben oui, hein, à ce moment-là, il y a une possibilité. Les échanges gazeux ne commencent pas à leur niveau, d'accord? Faut bien comprendre ça. Hop, on met vrai. Les subdivisions se poursuivent vers la périphérie pulmonaire. Effectivement, il faut bien comprendre cet élément-là. La subdivision se poursuit vers la périphérie pulmonaire. Il n'y a rien de compliqué. Vous avez compris, je pense, la division maintenant. Elles sont identiques. Bah, on avait dit que non, hein, il y avait des trucs un peu différents. Parce qu'en fait, les bronches segmentaires sont de plus gros calibre et appartiennent à un niveau beaucoup plus proximal. Voilà, je vous renvoie bien sûr toujours pareil, hein, à la position anatomique de référence. A, B, A, C, D. Concernant le nombre de segments pulmonaires, le poumon droit possède classiquement 10 segments. Voilà. Le poumon gauche possède toujours exactement 10 segments distincts. Le lobe moyen droit possède 2 segments, le lobe supérieur droit possède 3 segments. Le nombre de segments est totalement dépourvu de variations anatomiques. Je mettrai AD, moi. Alors, on va voir ça. Le poumon droit possède classiquement 10 segments, effectivement, on l'a vu ensemble.
Le poumon gauche possède toujours exactement 10 segments. Non, on a vu que c'était variable, hein, 8 à 10. Le lobe moyen droit possède 2 segments. Ah oui, le lobe moyen droit, c'est latéral et médial. On le revoit, hein, le lobe moyen droit. Voilà, je suis là. Le lobe moyen droit, voilà, et latéral et médial. Toujours revoir les schémas si on voit qu'on n'y arrive pas. Le lobe supérieur droit possède 3 segments. Le lobe supérieur droit possède 3 segments. Apical postérieur antérieur. Ok, c'est bon. Et le nombre de segments est dépourvu de variation. Non, il y a une variation inter-individuelle. Faut plus se tromper sur ces trucs-là. Donc ACD. Je vous propose maintenant qu'on aille encore un petit peu plus dans le détail. On va voir l'alvéole, les l'hématose, donc ce qu'on appelle la barrière alvéolo-capillaire. Alors ça, en physiologie, vous avez plein de calculs à faire. C'est pas l'objectif aujourd'hui. Là, on fait de l'anatomie, d'accord? Comprenez bien la différence. Physiologie, c'est du calcul et de la compréhension fonctionnelle. L'anatomie, c'est de la description, c'est de la localisation. Bien sûr, il faut quand même comprendre. Donc j'ai besoin de parler un peu de physiologie en même temps. C'est logique, d'accord? Alors, ça sert à quoi tout ça? Ça permet de faire les échanges de gazeux, donc l'O2 vers le sang et le CO2 vers l'air. Ok, ça se fait dans les deux sens. Donc, on comprend bien rapidement que l'alvéole a une importance capitale pour récupérer l'air gazeux, pour le transformer en air liquide, d'accord? Donc, oxygénation du sang et élimination bien sûr du CO2. C'est une barrière sélective, ça va bien sûr se protéger contre les agents pathogènes, les bactéries, tout ça vont pas venir dans le sang grâce aux poumons, d'accord? Ça maintient la stabilité alvéolaire grâce aux surfactants. Le surfactant, c'est une sorte de petit liquide, voilà, qui permet d'éviter les problèmes techniques et améliorer les échanges, d'accord? Et donc, on a une participation de l'équilibre acide-base. Et effectivement, puisqu'on parlera d'acidose ou d'alcalose respiratoire, je vous renvoie au cours par rapport à ça, lié en fait à l'absorption de l'oxygène ou l'élimination du CO2. C'est intéressant mais très technique. Je vous donne quelques abréviations très très utilisées. On a PaO2, donc pression partielle d'O2 alvéolaire, PaCO2, pression partielle de CO2 alvéolaire. On a PaO2, pression partielle O2 artérielle, PaCO2, qui est pression partielle de CO2 artérielle. Ces quatre trucs-là, vous les avez très très souvent dans les systèmes de QCL, vous faites souvent avoir parce qu'on va parler de ça aujourd'hui. Voyons plus en détail la structure de l'alvéole, c'est l'unité fonctionnelle. Concrètement, l'alvéole en termes de diamètre, c'est entre 200 et 300 micromètres. C'est extrêmement petit. Mais sa surface d'échange est extrêmement élevée parce que je vous ai dit qu'elle a une forme particulière qui permet d'augmenter sa surface de contact. Et notamment, ça fait entre 70 et 100 mètres cubes. C'est énorme. 300 à 500 millions d'alvéoles. La cellule principale est constituée de pneumocytes 1 et pneumocytes 2 avec des macrophages alvéolaires. Lorsque je présente ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez des petites erreurs. Des fois, de temps en temps, il y a des petites erreurs et je les laisse plus ou moins volontairement, d'accord? Et j'attends vos commentaires à ce sujet. Les alvéoles sont regroupées en sacs alvéolaires entourés d'un riche réseau de capillaires, d'accord? Il faut bien comprendre que ça, vous en avez des centaines de millions, 300 à 500 millions d'alvéoles. Imaginez la surface de contact réelle, c'est un truc de dingue. Au niveau de la barrière alvéocapillaire, voyons comment ça fonctionne tout ça. On appelle ça BAC, si jamais vous avez les acronymes. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un surfactant. Le surfactant, on verra ça un petit peu plus en détail si j'ai le temps. Concrètement, c'est sécrété par les pneumocytes 2, d'accord? Et dans les pneumocytes 1, c'est un épithélium alvéolaire. Donc lui, il est plutôt là pour la structure. Alors que le pneumocyte 2, il est là pour créer le surfactant, d'accord? On va avoir une lame basale qui est fusionnée de type épithélio-endothélial, d'accord? Avec un endothélium capillaire important, une lame basale au niveau du capillaire, et puis les globules rouges qui vont permettre de capter l'oxygène. Si vous comprenez pas tous les concepts que je viens de vous dire, je vous invite à revoir le cours sur les épithéliums. Je vous parle de lame basale, membrane basale, tout ça, c'est important de bien maîtriser ça. Comment ça fonctionne en termes de mécanisme sur le concept d'hématose? À pas confondre avec l'hémostase, d'accord? On parle d'hématose aujourd'hui. C'est les échanges gazeux, l'hématose. Et donc concrètement, ce qui se passe, c'est que on a dans l'alvéole de l'air. Forcément, on a de l'oxygène gazeux. Et puis le sang, lui, c'est de l'air ou du CO2 liquide. Et du coup, on va avoir différentes pressions. C'est pour ça que je vous ai montré les acronymes, parce que on apparaît très souvent. On va avoir la PaO2, d'accord, qui est à 100 mm de mercure, et la PaCO2 qui est à 40 mm de mercure dans l'air alvéolaire, d'accord. Et donc, ce qui va se passer, c'est que par cette différence de pression, va permettre justement ces échanges-là. Sang capillaire, on a par exemple la PaO2 à 40 mm de mercure et la PaCO2 est à 46 mm de mercure. Je vous donne des moyennes, ça peut changer en fonction des profs, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'O2 diffuse de l'alvéole vers le sang, car la pression alvéolaire O2 est supérieure à la pression artérielle en PaO2. D'accord? PA artérielle alvéolaire O2 supérieure à PaO2. Retenez bien ça pour comprendre. La CO2 diffuse du sang vers l'alvéole. PaCO2 supérieur à PaCO2. Alors PA artérielle CO2 supérieur à PA alvéolaire CO2. C'est bien comprendre. Du coup, là, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que les flèches sont dans le bon sens, là? Voilà. Je vous laisse me dire ça en commentaire.
Ok. Alors vous parlerez souvent en physiologie de la loi de Fick. Là aujourd'hui j'en parle pas, c'est pas le but. On fait l'anatomie, hein, mais vous comprenez bien le concept. On va un petit peu plus dans le détail sur de quoi est constitué tout ça. Les alvéoles, c'est des éléments, c'est des cellules. Bah, de quoi c'est constitué? Eh ben première chose, de pneumocytes de type 1 à 95%. Des cellules très aplaties qui recouvrent 95% de la surface alvéolaire et ça assure notamment les échanges gazeux. On va retrouver ensuite les pneumocytes de type 2, d'accord? 5% seulement. Des cellules qui sont plutôt cubiques, qui sécrètent le surfactant et qui vont permettre aussi de renouveler le pneumocyte 1. Ça signifie du coup que le pneumocyte de type 2 a une capacité de différenciation cellulaire pour se transformer de type 2 en type 1. D'accord? Ce surfactant, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est un mélange de phospholipides et de protéines. L'objectif, c'est quoi? C'est diminuer la tension superficielle pour éviter ce qu'on appelle le collapsus alvéolaire en fin d'aspiration. Et donc, ça participe notamment à la défense innée. Par exemple, un déficit de surfactant s'appelle atelectasie. Ok, ça veut dire quoi? C'est en gros qu'on aura une hypocapnie. Hypocapnie. Ok, ça veut dire qu'en gros, capnie, c'est la partie CO2, donc il y a une diminution finalement en CO2 et alvéolaire. Donc, on va avoir une anomalie du surfactant à ce moment-là. Et donc, problème d'échange. Et donc, difficulté respiratoire. Bref, vous avez compris. Donc, en termes de stratégie. Donc, hypocapnie dit hyperventilation. Ça veut dire qu'on va essayer d'apporter un maximum d'oxygène. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que l'alvéole, c'est le siège des échanges gazeux. La barrière alvéocapillaire, c'est extrêmement fine, 0,2 à 0,6 micromètres. On me dit toujours, ouais, est-ce qu'il faut apprendre les valeurs? Oui, si on vous les donne, apprenez-les. Même si elles sont compliquées, même si il y a beaucoup de données, faut les apprendre. Alors, étape par étape, hein, si vous apprenez pas dans première révision, c'est pas grave. Prenez le temps d'apprendre ça. Souvent, les chiffres, on les apprend d'ailleurs plus en avant que les autres termes. Les échanges se font par diffusion passive selon les gradients. Diffusion passive, très important ça. Le surfactant diminue la tension superficielle et stabilise l'alvéole. Ouais. Et le rapport ventilation sur perfusion conditionne l'efficacité des échanges. D'accord? Et ça, en physiologie, vous avez des petits calculs à faire, par exemple. Et toute altération de la surface, de l'épaisseur ou de la perfusion altère l'hématose. On aura donc une hypoxémie. Au fur et à mesure du temps, je vous ramène à des petites notions comme ça intéressantes, de symptologiques, on va dire, si vous voulez apprendre ça, quoi. Alors, concernant les alvéoles pulmonaires, coche les bonnes propositions. Elles constituent les principales unités d'échange gazeux, elles appartiennent à la zone de conduction, elles sont entourées d'un réseau capillaire dense, leur surface totale est très importante, elles sont dépourvues de toutes cellules épithéliales. ABCD. Ah, faut qu'on retravaille ça, mince. Alors concrètement, leur paroi est très fine et leur riche vascularisation permettent l'hématose. Effectivement, c'est l'unité structurelle de toute façon. Hein. Elles appartiennent à la zone de conduction. Ah non, attention, les alvéoles pulmonaires elles appartiennent à la zone respiratoire. Ouais, c'est un terme assez piège ça. Elles sont entourées d'un réseau capillaire dense. C'est évident parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est là où on a les échanges entre le sang et l'alvéole. C'est pour ça qu'on a un réseau capillaire extrêmement intense. Leur surface totale est très importante, oui, parce que la forme permet d'avoir une surface d'échange extrêmement importante. Elles sont dépourvues de cellules épithéliales. Non, il y a toujours des cellules, hein, de toute façon, un épithélium alvéolaire. Hein. D'ailleurs, c'est des pneumocytes de type 1 et 2. D'accord? C'est épithélial. D'accord? Donc ça fait comme ça, A, C, D, E. Concernant l'hématose, coche les propositions exactes. Elle comprend aux échanges entre air alvéolaire et sang. L'oxygène diffuse vers le sang. Le dioxyde de carbone diffuse vers l'alvéole. Elle nécessite un transport actif des gaz. Elle se déroule principalement dans la trachée. Allez, A, B, C, D. Faut qu'on revoie ça. Hein. Elle correspond aux échanges entre air et alvéolaire et sang, oui. Hein, c'est l'échange gazeux qui se fait à ce niveau-là. L'oxygène, c'est bien sûr vers le sang. Le CO2, c'est bien sûr vers l'alvéole. Et il n'y a pas de transport actif, je vous dis, c'est une diffusion passive. D'accord? Diffusion passive, du CO2 notamment. D'accord? Donc on enlève ça. Voilà. Et elle se déroule dans la trachée. Non, c'est pas dans la trachée, c'est dans les alvéoles pulmonaires. Donc ça fait A, B, C. Concernant les pneumocytes de type 1, ils sont très aplatis, ils couvrent la majeure partie de la surface alvéolaire, ils produisent principalement le surfactant, elles participent directement à la barrière alvéocapillaire, elles se diffusent facilement après une liaison. A, B, D, E. Donc faut qu'on revoie ça. Donc elles sont très aplaties, on l'a dit, hein, c'est des cellules pavimenteuses, d'accord, important, de faible épaisseur. Elles couvrent la majeure partie de la surface alvéolaire. Oui, c'est 95% de pneumocytes de type 1. Elles produisent le surfactant. Non, c'est le pneumocyte de type 2, ça, qui le fait. Elles participent directement à la barrière alvéocapillaire. Oui, leur cytoplasme mince constitue la face alvéolaire de la barrière, d'ailleurs. Faites bien gaffe à ça. Et elles se divisent facilement après une liaison. Non, c'est un faible pouvoir de renouvellement. On a besoin de l'autre, hein, des pneumocytes de type 2, qui vont justement faire le renouvellement du pneumocyte de type 1. D'accord, faites bien gaffe à ça. Donc c'est A, B, D.
Maintenant qu'on a vu les échanges gazeux avec les alvéoles notamment, on va aller voir plus en détail la plèvre, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là et comment ça fonctionne? Il faut savoir que c'est un espace virtuel qui est lubrifié et qui maintient le poumon accolé à la paroi thoracique, d'accord? Et donc concrètement, ça permet aussi de faire des petits mouvements respiratoires. Il y a des variations de pression intrapleurale. Concrètement, les fonctions principales, c'est une protection mécanique, c'est une lubrification, d'accord? Ça maintient l'adhérence, paroi avec le poumon, transmission des forces et des mouvements, permet les variations de volume et ça contribue à la mécanique respiratoire. Parce que sans ça, on pourrait pas. Pour bien comprendre d'un point de vue anatomique, la plèvre, on voit bien là les deux poumons, et autour de ces poumons, on va trouver finalement des tissus, ce qu'on appelle des feuillets, d'accord? Et donc, c'est ce qu'on appelle la plèvre. On va retrouver notamment une séreuse à deux feuillets, donc la plèvre viscérale, qu'on dit pulmonaire, puisqu'elle adhère directement à la surface du poumon, et elle va directement en fait se mettre à l'intérieur, si je puis dire, des cisures, ok? La plèvre pariétale, elle va tapisser la paroi thoracique, le diaphragme et la médiastine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parlera de plèvre pariétale thoracique, plèvre pariétale diaphragmatique, plèvre pariétale médiastinale, d'accord? Donc en fait, c'est la marque finalement, la trace qu'elle va laisser, la plèvre, elle permet de définir la localisation. D'accord. Et entre les deux, on va trouver ce qu'on appelle donc la cavité pleurale. C'est un espace virtuel qui contient un film liquidien qui est très faible, hein, 10 à 20 millilitres, et en pression négative, et qui permet de lubrifier tout ça. D'accord. C'est important de bien comprendre ça. Et donc la plèvre pariétale possède des récessus, donc c'est-à-dire en gros des traces pour faire simple, costales, costo-diaphragmatique, costo-médiastinal, cervical, etc. Vous voyez que c'est pas si évident que ça à comprendre, mais si vous comprenez rapidement plèvre viscérale, pariétale, cavité entre les deux, que c'est autour du cœur ou des poumons, pardon, vous avez compris tous les éléments anatomiques, d'accord? Alors, voyons un petit peu maintenant plus en détail les pressions dans ce système-là. Puisque au repos, finalement, quand on a une fin d'inspiration normale, la pression alvéolaire est égale à la pression atmosphérique, c'est-à-dire 0 cm d'H2O, d'accord? Et donc, si on essaie d'arriver plus dans le détail dans la pression de la plèvre, on a moins 5 cm d'H2O. Ça veut dire qu'on est en pression négative. Donc, ça fonctionne bien. D'accord. Si par contre, et c'est de bien comprendre le concept, on va donc définir la pression totale moins donc la pression alvéolaire moins la pression pleurale, ça fera 5 cm d'H2O. Donc ça veut dire que le poumon va rester ouvert en termes de stratégie. Donc essayez de bien comprendre en termes de définition quand on parle de pression pleurale négative, donc qui va avoir une tendance à la rétraction du poumon vers l'intérieur, avec la pression finalement positive, qui est une force qui maintient le poumon plaqué contre la paroi. Donc la pression pariétale, d'accord. Essayez de bien comprendre ça. Donc, d'un point de vue plutôt symptomatique, sémiologique, pathologique, si vous préférez, si on va obtenir une pression pleurale égale à la pression atmosphérique, ça va provoquer du coup un pneumothorax. Pour faire simple, une sorte d'air dans les poumons. On essaie de simplifier l'idée, d'accord? C'est pas exactement ça. Et si on a une pression au niveau pariétal qui est égale à 0, on va provoquer un prolapsus pulmonaire. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre les différents mécanismes et que du coup, je vous renvoie par la suite à la sémiologie que j'aurai l'occasion de faire aussi en cours magistral par la suite, d'accord? Je vais revenir un petit peu là-dessus, vous inquiétez pas, je sais que c'est compliqué, puis je vais vite. Là, l'idée, c'est de comprendre la mécanique respiratoire. Comment fonctionne l'inspiration et l'expiration avec ce système-là. Au cours de l'inspiration, qui est une forme active, d'accord, on va avoir une contraction du diaphragme, d'accord, et des intercostaux externes. Donc on a une expansion thoracique. On me remarque bien d'ailleurs. D'ailleurs, on a une augmentation du volume thoracique, d'accord. Donc la plèvre pleurale, d'accord, devient plus négative. On passe d'ailleurs de moins 5 à moins 8 cm d'H2O. Pression négative plus importante. Donc ça fait une distension pulmonaire, d'accord, grâce à la pression pariétale. Et donc la pression alvéolaire devient négative. Donc on a une entrée d'air qui est possible. Et donc, quand la pression alvéolaire est égale à 0, on a une fin d'inspiration. Ensuite, on a l'expiration, qui est passive au repos. L'expiration est passive au repos. C'est-à-dire, on a un relâchement musculaire, donc en gros, on a un recul élastique du poumon, et donc de la cage thoracique. Le volume thoracique diminue, bien entendu, donc la pression pleurale remonte, on passe de moins 8 à moins 5, toujours quand même pression négative, hein, c'est important. On a une diminution de la pression pariétale, et donc la pression alvéolaire devient positive, donc à plus 1 cm H2O, donc on a une sortie d'air. Et donc, quand la pression alvéolaire est égale à 0, on a une fin d'inspiration. Franchement, je sais que ça prend c'est un peu compliqué, j'avoue, hein, mais si tu comprends le mécanisme-là avec les différentes pressions, tu as tout compris. Si on fait une expiration qui est forcée, on va contracter des muscles abdominaux, intercostaux, internes. L'expulsion active, du coup, de l'air devient plus intense. On va voir un petit peu la compliance. La compliance, c'est delta V sur delta P. En gros, c'est variation de volume sur la variation de pression. D'accord. Pour faire simple, la compliance pulmonaire, qu'on appelle CL, d'accord, c'est la capacité du poumon à se distendre. En général, c'est 0,2 litres par centimètre d'H2O.
CW, c'est compétence de la paroi thoracique, capacité de la paroi à se déformer. Pareil, elle a 0,2 litres par centimètre H2O. La CRS, compétence du système respiratoire, dépend des deux. Et oui. Et donc le CRS, c'est 0,1 litres par centimètre d'H2O. Essayez de comprendre ça rapidement. En gros, si on a une augmentation de la compliance, on a une distension qui est beaucoup plus accélérée, facilité, et donc on peut avoir une emphysème, d'accord. Si on a une diminution de la compliance, on a une distension qui est beaucoup plus difficile, donc ça fera une fibrose respiratoire, une fibrose pulmonaire. On va aller plus en détail dans le rôle de la plèvre, dans la mécanique. Concrètement, c'est un couplage de la mécanique. On va avoir la plèvre qui transmet les forces entre la paroi thoracique et le poumon. On va avoir une pression pleurale négative, donc ça va créer une inspiration qui maintient le poumon ouvert. Ça permet l'expansion synchronisée du thorax et des poumons. Ainsi, le liquide pleural va réduire la friction et permet donc un glissement harmonieux. Ainsi, en situation normale, on aura un poumon ouvert, pas de problème. En situation de pneumothorax, on va avoir un poumon qu'on dit collapsé, d'accord. Et dans l'épanchement pleural, on aura un poumon qui est comprimé, puisqu'on va du liquide pleural qui va dans les poumons. Effectivement, ça va pas être terrible pour bien respirer tout ça. Pour faire simple, dans les explications, le pneumothorax, c'est une entrée d'air dans la cavité pleurale. Du coup, on va repérer que la pression pleurale égale à 0. C'est pas normal, ça. Normalement, c'est négatif. Donc, on a une perte d'adhérence. Donc, on a un collapsus du poumon. Donc, on a une dyspnée, difficulté respiratoire. Donc, une douleur thoracique. L'épanchement pleural, cette fois-ci, on va avoir une accumulation de liquide dans la cavité pleurale. Donc, ça va faire une compression du poumon. Donc, on va avoir une dyspnée, donc une difficulté respiratoire, ce qui va provoquer finalement comme si une sensation de noyade, d'accord? Sensation de noyade. Et on peut aussi parler de alectasie, d'accord, un effondrement d'une partie du poumon, donc soit une obstruction, soit une compression, et ça va réduire les échanges gazeux. Tout ça pour vous dire que c'est une toute petite partie, il y a énormément de possibilités, là je vous ai mis 3 exemples, mais c'est très intéressant sur la partie pulmonaire. La pneumologie est une spécialité très très intéressante. Si on essaie de bien comprendre, la plèvre, c'est une séreuse à 2 feuillets lubrifiés, d'accord. On a une pression intrapleurale toujours négative en situation normale. La pression transpulmonaire positive maintient le poumon ouvert. L'inspiration est active, l'expiration au repos est passive. La compliance conditionne l'aisance des mouvements respiratoires. Et toute rupture de l'équilibre pleural entraîne soit un collapsus, soit une compression pulmonaire. Si vous avez compris ça, vous avez tous les éléments en tête sur le fonctionnement de la plèvre. Concernant la plèvre, elle possède 2 feuillets. Le feuillet viscéral recouvre le poumon, le feuillet pariétal tapisse sa paroi thoracique. La cavité pleurale est remplie d'air, elle diminue les frottements. A, B, C, E. Effectivement, il y a 2 feuillets, d'accord. Je vous répète, c'est important de bien comprendre ça. C'est une séreuse avec 2 feuillets, une partie viscérale, une partie pariétale, d'accord. Le feuillet viscéral recouvre le poumon, pariétal tapisse la paroi thoracique, d'accord. La cavité pleurale, c'est pas de l'air, je vous l'ai dit, c'est un petit liquide, c'est un liquide pleural et c'est de 10 à 20 minutes, c'est très faible. Et diminue le frottement, bien entendu, c'est le principe. On a des glissements, elle favorise les mouvements respiratoires. A, B, C, E. Concernant la mécanique respiratoire, l'inspiration augmente le volume thoracique. L'expiration calme et surtout passive. Le diaphragme est principal muscle inspiratoire. Les poumons possèdent des muscles respiratoires. La pression intrapleurale participe à l'expansion pulmonaire. Typiquement, là, on est sur des QCM d'application. Vous devez absolument comprendre ça et maîtriser ça. Si vous avez faux sur ce genre de QCM, revoyez le cours avant de commencer à faire des calculs de fou. Concernant la mécanique respiratoire, alors on va mettre des trucs. On va mettre ça, on va mettre ça. On va mettre ça, on va mettre ça. Donc A, B, C, E. Bien joué. Effectivement, l'inspiration augmente le volume thoracique, c'est évident. L'expiration calme et surtout passive, oui. Le diaphragme est le principal muscle inspiratoire. Effectivement, le diaphragme, il a vraiment ce rôle-là. Les poumons possèdent des muscles respiratoires. Non, le poumon, c'est pas un muscle, le poumon, c'est un organe, d'accord. Il a besoin du diaphragme pour pouvoir faire ces éléments. La pression intrapleurale participe à l'expansion pulmonaire, effectivement. Donc A, B, C, E. Concernant le médiastin, il est situé entre 2 cavités pleurales. Il contient les 2 poumons. Il s'étend du sternum à la colonne vertébrale. Il s'étend de l'orifice supérieur du thorax au diaphragme. Il contient de nombreux organes, vaisseaux et nerfs. Qu'est-ce que vous en pensez? Celui-là et celui-là. Allez, on va mettre A, B, D, E. Ah, il est situé entre les 2 cavités pleurales. Oui, bien sûr, c'est logique. Il contient les 2 poumons. Effectivement que non, c'est dans la cavité pleurale. Oui, pas les poumons. Faut bien faire gaffe à ça. Il s'étend du sternum à la colonne vertébrale. Effectivement, c'est les limites qu'on appelle antéro-postérieures, donc je vais rajouter. Tac, tac. Il s'étend de l'orifice supérieur du thorax au diaphragme. Oui, d'accord, les limites verticales pour le coup. Il contient de nombreux organes, vaisseaux et nerfs. Effectivement, on va retrouver le cœur, les gros vaisseaux, la trachée, l'œsophage et plusieurs nerfs qui y passent, bien entendu. A, C, D, E. Concernant la division du médiastin, on distingue le médiastin supérieur et le médiastin inférieur. Le médiastin inférieur comprend des parties antérieures, moyennes et postérieures.
Le médiastin supérieur est situé sous le diaphragme. Le médiastin moyen contient le péricarde. Le médiastin postérieur est situé en avant du péricarde. A, B, D. Effectivement, on distingue un médiastin supérieur et un médiastin inférieur. B, un médiastin inférieur comprend les parties antérieures, moyennes et postérieures, on l'a dit tout à l'heure. Le médiastin supérieur est situé sous le diaphragme. Peut-être pas, faut pas aller jusque-là non plus. Est situé au-dessus du plan de l'angle sternal, donc position supérieure, d'accord. Le médiastin moyen contient le péricarde, et effectivement, ça, c'est dans le cœur. Je vous invite à revoir le cours sur le cœur, bien entendu, d'accord. Donc le cœur et son enveloppe occupent cette partie médiastin moyen. Le médiastin postérieur situé en avant du péricarde, on essaie de comprendre, non, on parle de l'autre, donc c'est position postérieure, d'accord. Faites bien gaffe à ça. Concernant les nerfs du médiastin, les nerfs phréniques participent à l'innervation du diaphragme, les nerfs vagues traversent le médiastin, les chaînes sympathiques sont situées en arrière, les nerfs phréniques cheminent en arrière des racines pulmonaires, les nerfs vagues passent plutôt en arrière des racines pulmonaires. Bon, typiquement, admettons que tu as un QCM de ce genre-là et que tu as travaillé ton cours et que tu dis mais d'où viennent ces notions-là, je les ai pas vues dans le cours. Ça arrive très souvent quand tu t'entraînes et notamment avec les annales. Donc ne panique pas, c'est tout à fait normal. Tout ce que tu évoques dans le cours peut se retrouver de manière un petit peu différente dans les QCM. C'est pour ça qu'il faut aussi apprendre les QCM. Certains items qui reviennent de façon récurrente chaque année, même s'ils ne sont pas présentés dans le cours, apprends-les, d'accord. Alors, on va mettre ABCE. Effectivement, les nerfs phréniques participent à l'innervation du diaphragme. Effectivement, d'accord, ils assurent son innervation motrice principale. Les nerfs vagues traversent le médiastin. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, rapidement, il y avait le plexus cardiaque, pulmonaire, l'œsophagien, ça c'est les nerfs vagues. Les chaînes sympathiques sont situées en arrière. Effectivement, ça allonge la colonne vertébrale. Les nerfs phréniques cheminent en arrière des racines pulmonaires. Non, il faut voir que ça se passe en avant, voilà, en avant des racines pulmonaires. Bon, revoir un peu les positions par rapport à ça. Les nerfs vagues passent plutôt en arrière des racines pulmonaires, et ça c'est effectivement vrai. Petite question très simple, est-ce que le nerf vague, ou le nerf phrénique, je sais pas, vous allez me dire, fait partie l'un des 12 paires de nerfs crâniens? Dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Bon, on a vu pas mal de choses aujourd'hui sur le poumon, la plèvre, les alvéoles, tout ça. Vous voyez que c'est extrêmement large et je n'ai rien fait. C'est vraiment une sorte grosse introduction sur les poumons. Donc imaginez si vous deviez apprendre ça de façon très précise. Bah, c'est pour ça que je vous ai créé un cours complet sur tout savoir sur l'anatomie générale. Non pas uniquement sur le poumon, mais sur tous les appareils et les systèmes que vous pouvez retrouver dans votre organisme, d'accord. Concrètement, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir bien sûr des supports de cours, mais c'est pas l'objectif. L'objectif c'est que tu apprennes avec tes cours et en parallèle de ça, tu vas pouvoir apprendre à apprendre. Et grâce à quoi? Grâce à tout ce que j'ai mis en place. Des flashcards, des QCM, des fiches détaillées, bien sûr avec ces cartes mentales bien construites, avec des schémas à noter, ce que tu peux voir en échantillon par exemple quand on fait des cours magistraux. Et du coup avoir des pièges classiques de QCM, des lexiques, de quoi mémoriser de façon beaucoup plus efficace, avec une structure claire et nette, d'accord. C'est un parcours certifiant, donc l'idée c'est que tu puisses bien sûr travailler à partir de défis. Donc avec moi, tu vas pouvoir comme ça avancer sur certaines notions, par exemple l'appareil respiratoire, faut faire tel défi, et du coup on va progresser ensemble. Tu vas réussir aussi un examen, et l'idée, à la suite, une fois que tu cumules un certain nombre de badges, c'est de pouvoir avoir une attestation de formation ou un certificat de réussite, ce qui te permet de valoriser ton dossier. Si tu, par exemple, tu fais un dossier de passerelle, ou si tu fais un CV, ou si tu recherches un stage, bref, en parallèle de la première année, d'accord? Et donc, ça te permet de valoriser, même si tu échoues ton année, de valoriser quand même ton profil et de monter en compétences. Bref, toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Et si tu as la moindre question, il y a mon contact là, contact@tonprofentile.com. Voilà, moi, je te retrouve bien sûr pour d'autres cours magistraux à ce sujet ou dans d'autres thématiques. N'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne, à liker, à bien sûr booster les vidéos, ça m'aide dans le référencement. Et moi, je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao.